Vous l'avez sans doute vu passer dans les médias il y a quelques jours et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous écoutez ce podcast. Le nombre de vasectomies a explosé ces dernières années en France. On va parler de cette étude qui a beaucoup fait couler d'encre. Bienvenue en tout cas dans 1001 vasectomies, le podcast de la contraception masculine. Je suis comme chaque semaine avec le docteur Hupertan. Bonjour docteur. Bonjour Cyril. En 12 ans, les vasectomies ont été multipliées par 15 en France. Alors, ça y est, docteur, les hommes acceptent de se faire castrer ? Déjà, le mot castrer, c'est un mot violent. Ça ne correspond pas à la réalité. C'est une contraception. Contraception 100% mécanique. Le testicule continue de fonctionner. Fonctionner normalement, il fabrique des spermatozoïdes et de la testostérone. La castration, on enlève le testicule, donc il n'y a plus de testostérone. Donc la vasectomie ne change rien dans la sexualité des hommes. Donc, le terme est mal choisi. Il faut parler plutôt de contraception permanente masculine. Il y a un terme qu'on entend beaucoup, c'est celui de stérilisation. D'ailleurs, cette étude est publiée sur le site de l'ANSM et ils utilisent ce mot de stérilisation. Je pense également que c'est un terme qui est mal choisi. Pourquoi ? Parce qu'il y a la notion de stérilisation contrainte. On sait bien, le Japon, les États-Unis, l'Allemagne nazie. Vous voyez, donc c'est un terme qui est lourd de sens, qui est violent. Il faut faire très attention aux termes qu'on emploie. Il faut parler tout simplement d'une contraception permanente, c'est le terme le plus adapté. Bon, cette étude pointe du doigt le fait que les femmes ont un grand nombre de solutions quand elles veulent recourir à une contraception. Pour les hommes, c'est plus compliqué. Il y en a en fait... on va dire deux qui fonctionnent et qui sont entre guillemets sur le marché, le préservatif et la vasectomie. Je rappelle que le préservatif, c'est une contraception collaborative. C'est-à-dire que ça implique que tous les deux l'acceptent, c'est bien, donc ce n'est pas juste une contraception masculine. Et ensuite, on ne peut pas faire du copier-coller entre la biologie et la femme. Je sais qu'il y a plein de gens qui s'imaginent que c'est très facile, que la société ne veut pas toucher aux hommes, qu'on a le lobbying de l'industrie pour empêcher le développement de techniques de contraception. La réalité est une réalité purement biologique à ce jour. Donc, la contraception féminine est une contraception qui est rapidement réversible, contrairement aux techniques comme la vasectomie, qui est une contraception permanente, dont la réversibilité, elle n'est pas garantie. Vous évoquiez en un mot, j'aimerais y revenir, le fait qu'il n'y a pas de pilule contraceptive pour les hommes. On entend souvent dire que si ça n'existe pas actuellement, c'est parce qu'il n'y a pas les financements pour la recherche, parce que tout ça finalement serait politique, parce qu'on ne veut pas que les hommes prennent des hormones là où c'est beaucoup plus accepté pour les femmes. Selon vous, c'est pas vrai, c'est pas des raisons politiques ? Non, je ne pense pas que c'est des raisons politiques. Peut-être que ça peut jouer dans certains pays, mais au niveau scientifique, au niveau mondial, si on fait calcul 100% commercial, finalement, l'industrie, elle a tout à gagner de développer une contraception masculine. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a plusieurs essais en cours pour développer des techniques de contraception masculine réversibles, hormonales ou non hormonales. Mais en pratique, pour que l'ovaire s'arrête de fabriquer des ovocytes, pour que le testicule il arrête de fabriquer des spermatozoïdes, il faut un blocage. Et le blocage hormonal, féminin et masculin, ça va passer par la pilule. Si on sait qu'un cycle ovarien, c'est 28 jours et qu'un cycle testiculaire, c'est 74 jours, vous voyez, on n'est pas du tout dans le même registre. Donc, ce blocage n'est pas si évident, c'est pas sûr, c'est difficile à obtenir. Et donc, pour tout un tas de raisons, toutes les techniques de contraception masculine, hormonale et non hormonale réversible, il n'y a aucune qui a atteint un niveau d'acceptabilité pour qu'elle soit facilement répandue à grande échelle. Bon, à défaut de contraception hormonale pour les hommes et pour le moment, parce que peut-être que ça peut être amené à évoluer dans les prochaines années, pour le moment, en tout cas, les hommes qui veulent une contraception, pour le coup, quasiment sûre, à quasiment 100%, enfin, on l'a évoqué dans les précédents épisodes, rien n'est jamais sûr à 100%, à part l'abstinence. Nous sommes d'accord. Donc les hommes aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à avoir recours à la vasectomie. C'est qui ces hommes qui choisissent cette contraception ? Ils sont touchants. C'est une grande majorité d'hommes
Ils viennent, c'est leur décision, c'est leur démarche, c'est une contraception relais et c'est des hommes amoureux. Donc, c'est des hommes qui ont pris conscience que la contraception féminine est un fardeau. Ils sont conscients que le couple a besoin de plus d'équilibre, plus d'équité. Donc, ils sont prêts à sacrifier quelque part leur fécondité pour reprendre le fardeau de la contraception en relais de leur compagne. Et c'est des hommes de plus en plus jeunes, si on suit cette étude. En 2010, l'âge moyen de la vasectomie, c'était 44 ans. En 2022, c'est 41 ans. Vous le constatez, vous, au quotidien, ce rajeunissement de vos patients ? Est-ce que c'est un rajeunissement ou c'est plutôt des hommes qui arrivent à l'âge de la maturité parentale, qui sont nés, donc il y a un changement radical de mentalité. C'est des hommes qui sont à la fois amoureux, qui sont très ancrés dans la notion d'égalité dans le couple et que très bien ils peuvent arriver à 37-38 ans. Dans mon panel de 1000 vasectomies, l'âge moyen c'est 38 ans. Donc elles arrivent à cet âge-là à être décidées de prendre ce fardeau de contraception. Donc effectivement il y a un âge, mais ce n'est pas un âge tout court, c'est un âge dans une perspective historique de l'évolution sociétale en France. Alors qu'est-ce qui fait que sur les 12 dernières années, il y a eu cette telle explosion ? C'est quoi ? C'est un changement de mentalité dans la société ? C'est une méthode de contraception qui, en France, arrive enfin à maturité ? C'est un peu une combinaison des deux facteurs ? Une combinaison de plusieurs facteurs. C'est un espèce, vous savez, c'est le bon alignement des étoiles. Ouais. Tout d'abord, aujourd'hui, la société tout entière a pris conscience que le monde chimique, que l'industrie chimique, que les médicaments, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, c'est mauvais pour la santé. Donc, la société tout entière refuse la chimie. Or, la pilule, c'est fantastique, c'est génial. Ça a donné aux femmes la liberté du choix, de gérer leur corps. Or, cette contraception, elle a des complications. Et la crise de la pilule, en 2012, c'était un endochoc à la fois dans le monde de la gynécologie chez les femmes, parce que pour la première fois, on a une plainte car la pilule est dangereuse. Donc, premièrement, prise de conscience que tout ce qui est chimique, et notamment la contraception, peut être un risque. Deuxièmement, c'est une société qui arrive à la maturité. La vasectomie est légale depuis 2001. Un peu plus de 20 ans. À plus de 20 ans. Donc, c'est toute une variété de gens, toute une population de jeunes gens qui étaient à 20-25 ans au moment de la vasectomie, qui arrivent maintenant à cet âge de maturité parentale, maturité décisionnelle, maturité érotique, et qui se disent, maintenant, it's my job, c'est mon job, c'est à moi de faire le travail. Donc, il y a ces éléments-là. Et puis, on en parle, il y a le phénomène MeToo. La société a besoin d'équité, d'égalité femmes-hommes. On ne peut plus se permettre que les salaires soient différents. On ne peut plus se permettre que les mêmes postes de responsabilité ne soient pas partagés entre les hommes et les femmes. Et c'est la même chose dans le couple. Le couple, il a besoin d'une égalité, d'un partage des charges. Qui va gérer les enfants, qui va gérer les finances familiales, qui fait le ménage. Tout un tas de petits détails, mais qui montrent que la société est une phase de maturité. Donc les hommes sont pleinement dans une phase de maturité et sont prêts à assumer la contraception. Et justement, vous parlez d'égalité. Cette étude nous enseigne que les hommes ont plus recours, désormais, depuis 2021, en 2021-2022, les hommes ont plus recours à la vasectomie que les femmes ont recours à la ligature des trompes. Pourquoi, selon vous ? C'est que ce que vous disiez, les femmes, finalement, passent le flambeau et disent, moi, effectivement, une fois nos enfants nés, je ne veux plus avoir à porter la charge de la contraception et du coup, mon chéri va faire une vasectomie ? Tout d'abord, c'est une information extraordinaire. Je pense qu'on n'a pas pris la mesure de ce que cela signifie. On est dans un système qui n'encourage pas la vasectomie. Est-ce que vous avez vu des campagnes d'information ? Est-ce qu'à la télé, on en parle quelque part ? Est-ce qu'au niveau du planning familial, est-ce qu'il y a quelque chose qui dit aux hommes, allez-y les gars, n'ayez pas peur, il faut aller. Il n'y a rien. Donc, ce n'est que des démarches
100% individuel, voire quelqu'un, des amis dans le cercle intime, a fait la vasectomie. Mais donc c'est une démarche familiale. Et pourtant, ces hommes, d'ailleurs ils le disent, c'est leur choix. Ce n'est pas la compagne qui les a poussés vers la contraception masculine, c'est vraiment un choix personnel. Et dans la plupart des cas, il y a une espèce de consentement au sein de la famille qui font que les femmes sont tout à fait d'accord, mais c'est un projet individuel qui va rentrer dans le cadre d'un projet de couple beaucoup plus large. Donc, c'est fantastique parce que les hommes se disent, c'est mon job, je n'ai pas peur, j'y vais, j'assume, je fais j'assume ma part de responsabilité pour gérer cette contraception. Donc, et je crois qu'on ne s'aligne pas, on parle tout le temps de MeToo, tous les journaux, il y a des articles sur les plaintes pour les viols, et cet élément majeur qui dit qu'il y a encore des hommes amoureux, on n'en parle pas assez. On imagine que depuis 10 ans et même dernièrement, les hommes ont pris conscience qu'ils avaient leur rôle à jouer aussi au niveau de la contraception dans le couple, en fait, que pendant longtemps, ils se posaient pas toutes ces questions et que depuis quelques années, peut-être avec MeToo, peut-être pour d'autres facteurs, ils ont commencé à réfléchir et à essayer de trouver des solutions. C'est tout simplement cette histoire d'égalité, parce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'équilibre. Et l'égalité, c'est aussi bien au travail, c'est aussi bien à la maison, c'est aussi bien dans la cuisine et dans les tâches ménagères. Donc oui, il y a besoin d'équilibre. Donc c'est ce besoin. Est-ce que le MeToo a participé? Oui, je pense que tous ces ondes de choc, il y a eu l'onde choc de la crise de la pilule, il y a l'onde choc de MeToo, il y a l'onde choc de l'égalité femmes-hommes, des troubles, des difficultés pour que les femmes atteignent des postes de responsabilité. Tout, c'est un conglomérat de facteurs qui poussent la société à être plus mûre, plus égalitaire et plus amoureuse. Cette étude nous apprend quelque chose que je trouve aussi personnellement assez extraordinaire, c'est que le recours à l'opération pour revenir en arrière, pour en tout cas tenter de revenir en arrière, est extrêmement faible. Ça, c'est formidable, non? C'est que les hommes qui prennent cette décision, en fait, sont sûrs d'eux. Je crois qu'il faut nuancer un tout petit peu. Ah. Il faut nuancer. Je m'emballe. Oui, parce que ça reste quand même un processus compliqué. Comme je disais tout à l'heure, rien n'encourage à faire des vasectomies. Déjà, le premier obstacle, parfois c'est le couple, parfois c'est la compagne, parfois c'est les amis. T'es complètement fou, tu vas pas éjaculer, attention, tu te rends pas compte. Il y a les parents, la prise en charge n'est pas à la hauteur. Il y a des médecins qui refusent. Donc, lorsque vous avez enfin la première consultation et ça se passe bien, vous avez déjà franchi un certain nombre d'obstacles. Donc, tous ces obstacles-là, c'est des filtres qui, petit à petit, vont élaguer ceux qui ne sont pas prêts, ce qui va nous amener à avoir un taux de regret très, très faible. On sait que dans les pays anglo-saxons, on a autour de 6 à 7% des gens qui changent d'avis. Généralement, on dit on ne change pas d'avis, on change de partenaire. Mais c'est des hommes, 6 à 7%. En France, c'est beaucoup moins parce que c'est déjà très très compliqué à faire des vasectomies. Et ensuite, on est très peu nombreux ceux qui pratiquent la vasectomie reverso pour restaurer cette fertilité initiale. Pour vous, il y a une vraie différence avec les femmes qui se voient prescrire des contraceptions beaucoup plus facilement. Moi, je pense par exemple aux adolescentes qui consultent pour de l'acné et qui repartent avec une pilule. Je ne sais pas si c'est encore vrai, mais ça l'était il y a quelques années. Je pense à des poses de stérilet qui se font extrêmement facilement. Il y a une vraie différence entre hommes et femmes à ce niveau-là? Oui, il y a une vraie différence. La différence, c'est bien du fait que la contraception féminine, elle est essentiellement réversible, que ce soit la pilule, que ce soit le stérilet, et que là, on est de l'autre côté. Si on devait comparer la vasectomie avec quelque chose, il faut comparer la vasectomie avec ce qui est comparable, à savoir la ligature des trompes. Pour vous, vous parliez du délai de 4 mois. Il est nécessaire, ce délai, ou au contraire, c'est un frein, selon vous, ce délai de 4 mois de réflexion? Il a été nécessaire en 2001, lorsque la loi a vu le jour. Il fallait s'assurer que les hommes prennent le temps pour réfléchir. D'ailleurs, c'est une réflexion qui est identique hommes et femmes. Donc, ouais, il y a égalité femmes-hommes parce que c'est la même chose pour la ligature des trompes, c'est la même chose pour la vasectomie. 4 mois. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est obsolète. C'est obsolète, pourquoi? Parce qu'il y a de l'information. Les hommes qui consultent, en tout cas ceux que je vois, ils sont déjà
prédécidés, ils sont tous sûrs de leur choix. Et puis pour avoir été au Québec, voir comment ça se passe ailleurs, et puis apprendre les habitudes, les techniques québécoises, il n'y a pas 4 mois. Lorsque les gens consultent, ils savent très bien qu'ils s'engagent, que c'est définitif, qu'il y a toujours un retour en arrière, mais que c'est risqué, donc on va dans une décision de contraception permanente, et que la semaine suivante, le gars est au bloc opératoire pour faire sa vasectomie. Donc il n'y a pas tout ce process qui va alourdir, qui crée un filtre, donc ça va éliminer beaucoup de gens qui seraient des bons candidats, mais ils ont peur. Les 4 mois, les délais, les réflexions, première consultation, deuxième consultation, finalement, ça a l'air tellement une usine à gaz pour quelque chose qui finalement est très simple ailleurs. Oui, en fait, sur le fond, ils voudraient faire une vasectomie, mais cette démarche, on va dire, presque administrative, ça les refroidit, et du coup, ils vont sur d'autres solutions. Il n'y a pas de solution. Il y a le préservatif, ce que c'est, et puis, en fait, plus c'est lourd, plus il y a des papiers, de la paperasse, plus ça fait peur aux gens. Donc du coup, ça refroidit pas mal d'hommes, quoi. Vous parliez des autres pays du monde, notamment le Canada, le Québec. Cette étude nous apprend que dans les pays où la vasectomie est historiquement très répandue, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, etc., eh bien la vasectomie est en déclin. C'est quoi? C'est que en fait, là-bas, on se rend compte que finalement, c'est pas une si bonne solution et du coup, on y a moins recours? Je pense que c'est juste une question de fluctuation. Pour avoir discuté longuement avec Michel Abrec, c'est mon mentor, c'est lui qui m'a formé, qui m'a amené au niveau de pratique que c'est aujourd'hui. Quand j'étais chez lui au Québec, on a regardé les chiffres et depuis les années 80, quand il a commencé lui à faire des vasectomies, c'est à peu près stable. Donc il y a toujours une petite fluctuation, ça monte, ça descend, mais on est quelque chose de très stable. Donc on ne peut pas vraiment dire que ça recule parce que on est au maximum de ce que les couples peuvent faire. C'est une contraception banale. La vasectomie est une contraception comme une autre. Ouais. C'est pas quelque chose d'exception. C'est pas vraiment l'exception à la française. C'est vraiment une contraception standard de couple qui atteint cette maturité parentale, donc qui ne veulent plus d'enfants. C'est tellement répandu que c'est difficile d'en faire plus. C'est tellement répandu. Et puis, il n'y a pas les tabous de la sexualité. C'est une société où on change facilement, où la sexualité fait partie de la vie. On n'a pas honte de parler de sexe à l'école. Il y a une vraie éducation sexuelle. Il y a une vraie éducation sexuelle dans la famille. Donc le sexe, c'est la vie. Il n'y a pas tous ces tabous autour de la sexualité. Donc, les hommes parlent entre eux. Et puis, on a le modèle parental. Tous ceux que j'ai vus au Québec, leurs parents, leur père, en l'occurrence, avait lui-même fait la vasectomie en lui disant « Vas-y mon gars, n'aie pas peur, je l'ai fait, toi tu vas la faire aussi. » Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est linéaire, qui s'inscrit dans une logique sociétale ancienne. Juste pour terminer, docteur, cette étude, quand vous l'avez lue pour la première fois, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous avez dit, finalement, voilà, c'est un peu l'aboutissement de toutes ces années de travail, de toutes ces années au service de la vasectomie pour la démocratiser, pour la rendre plus accessible. C'est finalement une forme d'aboutissement pour vous? Je crois que tous ceux qui ont œuvré pour la vasectomie, et je suis fier d'en faire partie, nous sommes plusieurs urologues au niveau de l'Association française d'urologie, nous sommes plusieurs urologues au sein du comité d'andrologie. Il y a eu les publications l'année dernière de recommandations des bonnes pratiques pour la vasectomie. Donc, le fait que les vasectomies sont pratiquées par les urologues, que les urologues changent de mentalité, qu'on a maintenant un guide pratique, donc il y a un vrai changement, et donc je suis fier d'avoir participé à cet effort collectif français pour que la vasectomie arrive là aujourd'hui, à savoir une contraception d'avenir pour les hommes, pour faire que les gens puissent s'aimer sans contrainte. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous, Cyril. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez découvert ce podcast grâce à cette étude et en faisant vos petites recherches derrière sur Internet, encore bienvenue et merci de nous rejoindre dans l'aventure 1001 vasectomies. N'hésitez pas à aller écouter les épisodes précédents. Il y en a eu déjà, je crois, une dizaine d'autres qui vont vous apprendre plein de choses sur cette méthode de contraception. Et puis tiens, j'ai envie de vous poser une question. Vous pouvez répondre en commentaire sur votre plateforme d'écoute ou par mail audio@hupertemps.com.
hommes. Est-ce que cette étude, pour vous a donné envie de faire une vasectomie ? Répondez-nous en quelques mots, et puis peut-être que vous aurez envie de témoigner dans ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à vous abonner. Et on vous dit donc à dans 7 jours.